Bonsoir, chers compatriotes qui nous écoutent ce soir. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet 2025. Devant moi, nous avons notre invité spécial, le député honoraire Louis-Yvan Godefroy. Nous avons préparé quelque chose qui est très important pour tous nos auditeurs qui nous écoutent. Voilà, vous êtes avec le journaliste Moïse. Avant de passer à notre émission d'aujourd'hui, je donne d'abord la parole à notre invité spécial de se présenter devant tout le monde qui nous écoute. Monsieur le député, vous pouvez vous présenter devant tous ces gens qui nous écoutent? Merci beaucoup, cher ami Moïse. C'est Moïse Godefroy. Oui, Je suis député honoraire oui, de la transition 1 oui, plus oui, 4. oui, oui. Je ne voudrais pas vraiment tout dire, hein, sinon on peut dormir ici. Je suis licencié en psychologie du travail, mais je m'occupe plus des questions, des conflits dans le Grand Lac. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le député honoraire. Voilà, hier c'était l'indépendance. Nous avons célébré les 65 ans d'indépendance. C'est pourquoi nous avons préparé un sujet très important qui concerne quel est le bilan des 65 ans d'indépendance de la RDC. Bon, c'est très long, mais je vais chaque fois m'arrêter pour que vous puissiez me poser des questions. Oui, oui, Et, 30 juin 1960, oui, 30 juin 2025, ça fait 65 ans d'indépendance. bien sûr. Que dire? Qu'est-ce que les Congolais ont bénéficié dans ces 65 ans d'indépendance? Oui. Sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique et social. Nous allons essayer de mélanger le tout, mais tout en subdivisant cette période de 60 à 2025 à au moins quelques périodes, 3 ou 4 périodes. Bien sûr. Alors, nous allons partir de 1960. Bien sûr. 1960, d'abord, il faut noter qu'il y a eu 2 tables rondes en 1959 qui préparaient l'accession du pays à l'indépendance. Oui. Table ronde économique, table ronde politique de Bruxelles. Les Congolais se sont entendus qu'il fallait qu'ils puissent accéder à l'indépendance. Je ne voudrais pas revenir sur tout ce qu'il y a eu et ceux qui pensaient qu'il aurait fallu qu'on puisse avoir l'indépendance en 1990, donc de 60 à 1990, 30 ans après, mais la pression des Congolais qui ont vu presque tous les autres pays indépendants, c'est détaché de leur métropole, presque tous les pays africains, là, ils ont décidé qu'il fallait qu'eux aussi puissent être indépendants. Il y a ceux qui pensent que c'était précipité, mais bon, on ne pouvait pas faire autrement, il a fallu qu'on arrive à ça. Et sur le plan politique, les partis qui ont beaucoup émergé dans cette lutte d'indépendance, il y a le MNC de Patrice Emery Lumumba et la BACO de Joseph Kasavubu. Ces 2 partis ont joué un très grand rôle parce qu'autour de ces partis, ont tourné autour d'autres partis qui ont donné un coup de main sous forme d'alliance pour arriver à décrocher l'indépendance. Mais cette rivalité a persisté pendant la période post-coloniale. D'abord, Lumumba et Kasavubu ne se sont pas entendus. Je n'ai jamais compris la cause. Il faut faire une recherche là-dessus pour savoir pourquoi ils ne se sont pas entendus. Parce que lui, Lumumba qui avait gagné les élections, et Kasavubu qui a été élu président de la République au second degré, c'est-à-dire les députés l'ont élu comme député lumumbiste, non lumumbiste, tout ça, l'ont élu comme président. Mais quelques temps après, il y a eu vraiment un divorce. Le divorce est venu surtout de la pression extérieure.
Lumumba suspecté comme étant un marxiste-léniniste, donc socialiste. Et lui, Kasavubu, qui pensait être du côté des Belges et des Américains. Vous savez, vous êtes sans ignorer, cher ami Moïse, que à cette période-là, il y avait ce qu'on appelait le Cold War, donc la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. L'Est représenté par l'Union soviétique et l'Ouest représenté par les États-Unis. Alors, étant donné la position géostratégique de notre pays, le pays attirait beaucoup l'intérêt des deux puissances. Lumumba avait plus la tendance socialiste, tandis que l'autre avait la tendance occidentale. Et là, ça a capoté. On est arrivé à l'arrestation de Lumumba. Il a été assassiné. Je ne voudrais pas revenir sur toute la péripétie de son arrestation et de sa mort. Il a été assassiné dans le Katanga, déjà proclamé comme un État indépendant. Et il a été tué. Ce n'est qu'après qu'on saura comment il a été tué, tout ça. Et même quelqu'un qui a gardé une de ses dents, comme un titre de trophée. Vous imaginez ça? Et c'était une période que je peux appeler, donc de 1960 à 64. J'ai appelé ça selon moi, que ce sont des années de la politicaille. Années de la politicaille, pourquoi? Parce qu'il y avait un désordre indescriptible en politique. Donc, chacun voulait avoir les pouvoirs. Et cela a abouti même à ce que Lumumba soit tué. Cela a abouti à ce que les Katanga soient proclamés par Tshombe et ses amis Godefroid Munongo, Moussiri, comme étant un État indépendant. Ils ont réussi à le faire, mais ils ont été, parce qu'ils ont commencé déjà dès le 11 juillet 1960, ça veut dire 11 jours seulement après l'indépendance, la proclamation, ils ont été, le pays a été divisé. Le Katanga a été proclamé comme État indépendant. Il en est de même du Kasaï. Le Kasaï, lui aussi en août, a rejoint. Août 1960, le Kasaï de Albert Kalonji, qui s'est appelé Mulopwe, donc empereur, il s'est proclamé empereur du Sud Kasaï. Le pays, pratiquement, est entré dans une phase de politicaille. C'est comme ça qu'on appelle, les politologues appellent ça, la période de la politicaille, entre 1960 et 1964. Voilà. Donc, pour entrer dans la matière, si vous avez des petites questions, vous pouvez me poser, mais je vais continuer en vous disant que, en prenant la deuxième phase, mais sinon la première phase, c'est la phase de la politicaille. Donc, nous n'avons rien gagné à ce niveau-là. Elle a été d'ailleurs couronnée par la rébellion de 64. Les mécontents de l'assassinat de Lumumba, notamment Pierre Moulele, qui était ministre de l'éducation de Lumumba, a créé une rébellion entre 1963 à 1964, qui est partie du Kwilu vers l'Est. C'est aussi une péripétie sur laquelle je peux revenir si vous me posez des questions. Mais sinon, je suis à votre disposition pour des précisions. Oui, nous allons partir sur 3 questions. Bien sûr, sur la question politique, vous avez déjà répondu. Sur la question sécuritaire et sur la question économique et sociale. Voilà, sur la question sécuritaire. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les choses que vous avez remarquées qui ont été changées sur le plan sécuritaire? Je voudrais qu'on y aille méthodiquement. Oui. J'ai déjà dit que de 1960-1964, sur le plan sécuritaire, il y a eu beaucoup de guerres. La guerre de sécession du Katanga, qui a été la sécession qui a été stoppée par les forces de l'ONU. Il y a la guerre
de sécession aussi du sud Kasaï. Lui, Albert Kalonji, lorsqu'il a été interviewé sur Radio Okapi, il a dit non, c'était pas une sécession, c'était seulement une autonomie une autonomie que j'ai voulu créer. Mais il a créé une autonomie sans l'aval de Kinshasa. C'était une sécession. Et là aussi, il y a une guerre parce qu'il y a eu massacre. Alors, massacre de Kassaïens par l'armée envoyée par Lumumba. Vous voyez, Lumumba avait des problèmes avec les Kassaïens. Pourquoi? Parce que, justement, en raison de ça, de l'expédition punitive qu'il avait envoyée à Bakwanga pour faire taire la sécession. Donc, c'était une période d'insécurité totale. L'insécurité totale a pris de l'ampleur avec la rébellion mouléliste. Parce que le bilan de cette rébellion a été évalué à 500 000 morts. Donc, demi-million de morts avec la rébellion qui n'a duré que 2 ans. Dis-moi, 2 ans, oui. 63, c'était quelques mois. Mais la rébellion s'est enracinée chez nous de 64, janvier 64, jusqu'à novembre 64. Mais elle a continué d'aller au plateau parce que là, il y avait une grande résistance des moulélistes jusqu'autour de 67, 71, 72. Les rebelles, les ex-rebelles étaient toujours là. Voilà. Sur le plan économique, disons que oui, les francs congolais étaient très forts parce que les Belges avaient quand même structuré l'économie et les finances. Et à ce moment-là, les francs congolais étaient un peu plus forts, les niveaux de vie étaient quand même élevés, parce qu'il y a ce qui nous compare par rapport, donc, sur le plan niveau de vie, sur le plan social, les hôpitaux et tout, il y a ceux qui estiment que nous étions un peu plus, nous avions un niveau très élevé par rapport aux Sud-Africains, par rapport aux Marocains, il y a quand même, les Congolais avaient un niveau élevé de vie par rapport à d'autres pays considérés comme, dis-moi, au même échelle, quoi. Voilà. Donc, économiquement, socialement, c'était bon, mais il y avait des guerres, les gens sont morts avec des guerres, etc. Les politiciens étaient très, très, très désorganisés. L'administration était là. L'administration était là, tout ça. C'est peut-être ce qui a sauvé cette période. On aurait peut-être eu des problèmes si n'eût été que l'administration était solide, celle qui avait été héritée des Belges a résisté aux crises répétitives dues à des guerres civiles et des guerres de sécession. Voilà. Voilà, on peut passer à l'autre question. Parmi les présidents qui ont dirigé ce pays, quel est le président qui avait essayé un peu d'améliorer la sécurité parmi tous les présidents à partir de Cuba jusqu'au... J'aurais aimé, sinon, vous voyez que nous sommes partis d'abord de la Première République. La Première République, elle va de 1960 à 1964. Nous ne pouvons pas comparer les présidents sans avoir décrit toutes les phases de l'évolution politique, de l'histoire politique de la RDC. J'aurais préféré que l'on aille à la Deuxième République. Parce qu'après 1964, Mobutu a pris le pouvoir. Il a trouvé des structures déjà là. Il est venu taire les guerres. Il y est arrivé. De 1965 jusqu'à 1978, il a été 77-78, il a réussi à stabiliser le pays. La sécurité a été totale. Mais encore une fois, si le plan sécuritaire, il a été confronté, lui aussi, dans la Deuxième République, il a été confronté à plusieurs guerres. Oui, je vais dire plusieurs. Pourquoi? Parce que en 64, c'était lui. Mais il a pu faire taire cette guerre-là. Mais en 1977-78,
il a été confronté à la guerre, ce qu'on appelle la guerre du Shaba. Shaba 1, il y a eu Shaba 2, ou alors la guerre des 80 jours, Shaba 1, la guerre des 6 jours, Shaba 2. Et là, il a été confronté à cette guerre, il a été confronté à la guerre des Moba 1, Moba 2, toujours dans les Katanga, dans l'ex-Katanga, ou bien l'ex-Shaba. Et il a toujours eu recours à quoi? Il a eu recours à l'étranger. C'est ça aussi qu'il faut souligner, cher ami, sur le plan sécuritaire, que le Congo a toujours surmonté ses difficultés grâce à l'extérieur. Ça, il faut le noter, surtout les jeunes. Il faut noter ça, peut-être vers la conclusion. On saura, je vais vous donner, moi, ce que je pense être, ce que doit être le Congo sans recours à l'extérieur. Toute guerre que le Congo, depuis la sécession du Katanga, vous prenez la sécession de Bakwanga. Bakwanga, oui, Lumumba a su maîtriser ça parce que c'était. Oui, c'est au Kasaï, oui. Kasaï oriental aujourd'hui. Oui, Mbujimaï. C'est Mbujimaï aujourd'hui, Bakwanga. Alors, ça, c'est là la seule occasion que l'armée, notre armée, que le pays, que le gouvernement a pu maîtriser seul une rébellion. Cette sécession du Sud Kasaï a été matée par Lumumba qui a envoyé des troupes. C'est vrai, on parle de 1500 morts, des civils tués, massacrés, on utilise le terme massacré. Mais toutes les autres occasions, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on a eu recours à des forces extérieures, sinon à des mercenaires pour venir à bout aux rébellions et aux sécessions. Alors, la Deuxième République commence à 1965 jusqu'à 1997. Alors, c'est cette période-là, c'est pendant cette période-là que Mobutu a dirigé. Vous vous souvenez encore, les amis vont se souvenir, que pendant cette période, il y a eu une période de gloire qui va de 1965 à 1980. Hormis ces quelques mois de guerre du Shaba, il a eu en tout cas des années de gloire. Sur le plan économique, c'était le boom du cuivre, le boom du cobalt et d'autres minéraux qui ont donné au Congo beaucoup de devises, qui ont permis à construire la ligne à haute tension Inga jusqu'au Shaba, 1700-1800 km. Ça a réussi à construire les ponts maréchal et beaucoup d'autres œuvres, beaucoup d'autres œuvres à caractère économique et social que Mobutu, qui font la fierté de la Deuxième République. Mais le problème que nous reprochons à Mobutu, c'est d'avoir fermé l'espace politique. Le MPR, son parti qui est devenu un parti État. Donc, il était au-dessus de tout. C'était la première institution. Donc, il était dans tout. Et Mobutu lui-même disait que vous êtes membre du MPR dès votre conception à la conception. Vous avez, vous épousez une dame, dès que la dame conçoit ce fœtus-là, cet embryon-là est déjà membre du MPR. L'embryon adhère directement au MPR. Et il a été dur, la sécurité a brimé, Mobutu a brimé les opposants. L'emblématique personnalité de cette brimade, c'est Félix, non pas Félix, mais excuse, Étienne Tshisekedi Wamulumba, le père de Félix Tshisekedi,
l'histoire notera que c'est lui qui a résisté à Mobutu. Il a été emprisonné, il a été torturé partout. Ils ont été même emprisonnés, les 13 parlementaires, qui se sont dit non, nous ne sommes pas d'accord, voilà, voilà. Et sur le plan politique, ça n'a pas du tout été réduisant. Même si l'économie s'est bien comportée de 65 jusqu'autour de 1980, la sécurité, la liberté, et la sécurité sur le plan dans les villages, dans les villes, c'était bon. Parce que là, la police secrète de Mobutu, la police officielle, parce qu'il y en avait beaucoup, ont réussi à établir une sécurité dans les villes et dans les villages, de telle sorte que là, il n'y a pas à reprocher. C'est seulement cet espace politique qui était complètement bloqué et qui n'était pas favorable à la liberté d'expression. C'est ça qu'on peut aujourd'hui dire que ça n'a pas marché. Donc, la Deuxième République a culminé vers l'annonce, le 24 avril 1990, l'annonce du multipartisme. Donc, on est revenu au multipartisme. On a cessé le régime du parti-État, le régime de l'absolutisme total. Mobutu, c'était comme un roi. Et on est revenu au multipartisme. Mobutu a déclaré prendre congé du père, il a pleuré, il a regretté, il a demandé pardon et tout. Et il s'est dit, moi, je deviens maintenant quelqu'un qui observe. Je serai l'aigle qui observe au-dessus de tous. Et il est allé à Guadolité. Il a demandé que l'on puisse faire la conférence nationale souveraine. Ça, c'est un événement très important. La conférence nationale souveraine. Et celle-là n'a pu produire, cette transition-là n'a pu produire quelque chose parce qu'elle s'est enlisée, elle s'est perdue dans les considérations plus identitaires que politiques. Je vais rappeler ici l'exclusion de tous les Tutsis, les rwandophones et Tutsis en particulier, de cette conférence comme étant des personnalités, des personnes à nationalité rwandaise et d'autres, notamment ceux qui n'étaient pas d'expression Kinyarwanda. Ils s'appelaient, surtout parmi les Bashi, les Bahavu, on les appelait des personnes à nationalité douteuse. Et ça a empesté les Kivu et devenu les terreaux de l'ethnicisme, du tribalisme qui nous poursuivent jusqu'aujourd'hui. Les guerres que nous connaissons aujourd'hui partent de 1981 avec le changement de la loi sur la nationalité qui a été très mal appliquée dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, qui a rendu apatrides des personnes qui ont des centaines d'années de vie, qui avaient des centaines d'années comment dirais-je, de présence dans le Kivu. Et même ceux-là qui pensaient être autochtones dans le Nord Kivu, ou dans le Sud Kivu, dans le plateau des Fizi, Itombo et Mwenga, ont été tous qualifiés d'étrangers. Et là, la conférence a saisi cette occasion, considérant cette loi, et a estimé qu'il fallait chasser les gens. Et cette conférence-là a perdu de sa quintessence parce qu'elle est partie sur des bases identitaires, des bases ethniques, des bases tribales. Et deuxièmement, l'opposition à Mobutu n'a pas lâché, ce qui a fait que même si on a créé un parlement ici de cette conférence, ce parlement n'a pu produire quoi que ce soit que de voter une résolution en avril 1995, la résolution qui donnait 6 mois, a donné pratiquement 6 mois, 8 mois aux réfugiés de 1994, les Hutus réfugiés rwandais de 1994, et à tous les autres rwandophones de quitter le Kivu et de rentrer au Rwanda. Donc vous imaginez ça? C'était la résolution de M. Anzuru Nibembe,
Mosengo, connaissant et ayant appris que la résolution devait être votée, il s'est excusé, il n'est pas venu. Et les bâtons de commandement, les bâtons du bureau a été confié à Nzuru Nibembe, notre frère du Sud-Sud, qui a fait voter cette résolution-là, qui demandait à tous les rwandophones, surtout Tutsi, d'avoir quitté le territoire zaïrois au 31 décembre 1995 à minuit. Et ils devaient rentrer sans aucune possession. Pourquoi? Parce que les députés, les conseillers de la République, c'est comme ça qu'on les appelait, ceux qui étaient donc cooptés pour rejoindre cette Assemblée nationale de la transition, étaient des conseillers de la République. Ils ont décidé que personne ne rentre au Rwanda, ces gens-là, que personne ne rentre avec quoi que ce soit. Que le patrimoine, c'était un patrimoine de l'État congolais. Voilà encore ce qui a ajouté au problème et qui a été cette décision qui a précipité, parce que la guerre était déjà décidée, qu'il fallait combattre, qu'il fallait déposer Mobutu par les armes, parce qu'un coup d'État créerait le chaos. Il fallait faire la guerre rapide et faire partir Mobutu, qui était déjà malade. Le Grand Lac, avec les drames rwandais, c'était un problème pour le HCR à nourrir les réfugiés, parce que les aides financières commençaient à se menuiser. Le régime jeune du FPR, qui était traqué par les réfugiés, qui quittaient les camps pour aller attaquer le Rwanda, et finalement aussi ces dénis de nationalité des rwandophones congolais. Les 4 causes ont abouti à la guerre, ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre de l'AFDEL. La première révolution, selon les historiens. Voilà, donc, et on a clôturé la Première République, la Deuxième République, en 1997 avec la chute de Mobutu. Et là, arrive au pouvoir Kabila, Laurent Désiré Kabila. Il arrive au pouvoir, mais ne traîne pas aussi parce qu'il fait des démêlés. Problème avec les autres, du moins les alliés qui étaient là, notamment les Bougera, Massaso Nindaga, lui, Kissa Sengandu était déjà décédé pendant la marche révolutionnaire vers Kinshasa, il est décédé. On raconte beaucoup de choses là-dessus, je ne peux pas y revenir parce que c'est un peu flou, sa mort aussi. Et le Kabila Rwanda Désiré est confronté à une opposition interne et notre guerre arrive à moins d'une année, à moins de 2 ans même de règne. L'RCD arrive, mais aussi là, la guerre avance très très vite. Il se mêle des divisions au sein de la rébellion. Et cette marche vers Kinshasa commence à être disputée, à s'être disputée avec d'autres factions. Le MLC, c'est un produit du RCD. Le RCD KML de Moussa Nyamwisi vient du RCD. Le RCD national, tous combattent le régime de Kinshasa à l'époque de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila, qui avait remplacé en 2001 Laurent Désiré Kabila, son père, assassiné dans des circonstances toujours restées floues jusqu'à aujourd'hui. Mais tout ça, la guerre s'arrête. Comme aujourd'hui, on dit non, asseyez-vous, causez, n'allez plus
N'allez pas très loin, etc. La guerre coûte cher, coûte les hommes, les fonds et tout. Attendez-vous. Et à cette époque-là, en 2002, on conclut un accord. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour répondre à nos questions. On va continuer notre jour dans d'autres débats. Voilà, les bambous, c'est avec notre une prédiction. Oui.